C'est bon. Bon. Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui réunis dans le cadre d'une série d'auditions consécutives à la remise du rapport du Conseil d'orientation des infrastructures au ministre des Transports, M. Tabarot. Remise du rapport qui s'est effectuée le 6 mai 2026 au ministère. Et pour lequel nous avons souhaité, en tout cas nous, ici, à la France Insoumise, nous avons souhaité poursuivre une série d'investigations sur un certain nombre de ces projets qui ont été évalués par ce Conseil. Il y en a eu 18. Mais de notre point de vue, il y a un déficit d'audition des partis qui contestent et des organisations qui contestent certains de ces projets. Et nous avons donc sélectionné 4 projets qui me semblent avoir souffert de ce manque d'audition dans cette série de travaux qui s'était échelonnée sur à peu près 1 an et demi. Ce Conseil d'orientation des infrastructures a donc été mandaté, missionné par le ministère et devait être une sorte d'opération vérité sur 18 grands projets d'infrastructures routiers, ferroviaires et fluviaux, et demander à examiner leur empreinte environnementale, leur maturité technique et financière, leurs coûts, leur calendrier également, ainsi qu'avec la programmation budgétaire pour voir la compatibilité en quelque sorte avec les ressources qui sont censées y être affectées. Donc ces travaux se sont déroulés de juillet 2025 à mars 2026. Ils ont donné suite à ce rapport qui a fait un certain nombre de conclusions d'ordre, on va dire, général, comme par exemple le fait qu'il y a une dette grise sur l'ensemble des infrastructures de notre pays qui n'ont pas bénéficié des maintenances et de l'entretien qui aurait dû être affecté pendant des années. Et donc, on a des risques, on va dire, d'effondrement des réseaux structurants, quels que soient les modes de transport. Ce rapport conclut également à l'urgence et la nécessité de procéder donc à cette régénération des différents réseaux existants, mais doit également prendre en compte les nouveaux projets qui représentent des sommes considérables. Et là, on comprend bien quelle est la problématique, en quelque sorte schizophrènique, qui s'est posée à ce conseil d'orientation, qui est où mettons le curseur dans les conseils entre l'impériosité et l'urgence de la régénération, et puis la volonté de certains élus ou de l'Europe de privilégier les grands projets. Nous avons donc sélectionné 4 grands projets qui vont faire l'objet des auditions d'aujourd'hui. Le Lyon-Turin 2, alors on verra pourquoi on appelle Lyon-Turin 2, le grand projet du Sud-Ouest, la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan et enfin le canal Seine-Nord-Europe. Voilà, donc pour cette première audition, j'accueille 3 intervenants. Max Miliex, qui est de l'association Vivre et Agir en Maurienne, Dominique Roux, qui est membre du collectif contre le Lyon-Turin, et Daniel Ibanez, qui est à l'Observatoire de mobilité et consultant également pour ce COI au travers de ses membres qui y participent. Voilà, je vais sans plus tarder vous laisser la parole. Je ne sais pas s'il y a un ordre dans lequel vous pensez qu'il est préférable de débuter, mais bon, peut-être Dominique Roux au titre des CCLT. Si vous voulez, monsieur le député, je vous remercie pour votre invitation. Je représente les collectifs au travers du travail que j'ai pu faire en tant qu'économiste indépendant. En réalité, je me suis intéressé à la problématique du Lyon-Turin assez tardivement en Maurienne, bien que résident en Maurienne, pour des raisons qui tenaient à d'autres projets très structurants et impactants dans les vallées montagneuses que sont les nôtres, qui sont les réouvertures de carrière. En fait, les projets de réouverture de carrière sont la première incidence administrative sur laquelle j'ai eu à me pencher il y a quelques années,
Et en réalité, le travail m'a permis de me rendre compte que ces ouvertures de carrière n'étaient opérées pour des raisons économiques que parce qu'il y avait le développement du projet, je l'appelle que le chantier de Lyon-Turin. Et en gros, cette nécessité qui se faisait jour et qui est toujours d'actualité de réouvrir des carrières, surtout a mis en évidence que ce projet de Lyon-Turin, il n'était toujours pas ficelé alors que je pensais qu'il l'était depuis très longtemps. Et c'est ce qui m'a conduit à me réintéresser sérieusement à la question sur sa dimension économique, puisque j'avais déjà assisté à des conférences données par Daniel Ibanez, mais je pensais qu'effectivement, depuis ce temps-là, il y avait eu quand même un certain nombre de choses qui avaient été traitées et envisagées. Et force est de constater que ce n'est absolument pas le cas. Et donc, je me suis remis en bibliothèque économique, mais en allant chercher des données de nos voisins suisses, parce qu'en réalité, le modèle qui est développé sur le projet franco-italien tient surtout à vouloir dupliquer l'exemple suisse. Et quand les élus politiques ou autres localement n'ont plus réellement d'arguments à opposer à ce qui est un non-sens sur le plan économique et ce qui a été dénoncé par M. Ibanez depuis très longtemps, finalement, l'argument d'autorité qui sortait, c'est « les Suisses l'ont bien fait ». Alors voilà, j'ai fait un travail d'analyse économique que j'ai intitulé « Les Suisses l'ont bien fait », parce qu'effectivement, les Suisses sont bien faits. Ils ont construit des infrastructures ferroviaires dites en ligne de plaine avec des tunnels de base, mais simplement, ils ont fini ces travaux-là il y a 10 ans même. C'est-à-dire qu'ils ont 10 ans d'avance sur nous. Et en réalité, ce que j'ai constaté, c'est qu'il n'y avait pas eu de travail côté franco-italien pour remettre en perspective les avantages, les bénéfices et les inconvénients de ces nouvelles infrastructures du côté helvétique. Or, la Confédération de Suisse publie tous les ans, et parfois 2 fois dans l'année, puisqu'ils font des bilans semestriels, de l'évolution du trafic de marchandises, tant du point de vue routier que ferroviaire. Et cette analyse économique permet de voir qu'en Suisse, la situation n'est absolument pas idéale, et c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est que quand on voit que le rapport du COI 2026 préconise le gouvernement français de faire la même chose qu'en Suisse en citant l'exemple suisse comme étant l'exemple à suivre, et qu'on nous indique qu'il est impérieux de copier ce modèle, de s'en inspirer afin de pouvoir assurer la viabilité socio-économique du projet futur, on se dit qu'il y a un souci réel de compréhension de ce qu'ont été les évolutions économiques depuis 20 ans. Et c'est comme si on était dans un monde idéal où on a fait un plan de développement en 1990 et qu'on n'a absolument pas regardé depuis ce qui s'était passé. Or, la Confédération, elle a communiqué abondamment et elle a notamment fait un communiqué de presse l'année dernière au mois de janvier pour indiquer qu'elle devait réévaluer ses ambitions à l'aune de résultats qui ne sont pas à la hauteur des performances escomptées. En réalité, le train suisse est fortement concurrencé par la route et depuis 4 années consécutives, la part du rail baisse en Suisse, c'est-à-dire qu'ils arrivent à un niveau de part modale qui est équivalent en nombre de véhicules, on va dire, à celui qu'il était en 1999. C'est-à-dire que là, les Suisses ont investi 23 milliards d'euros dans des infrastructures qui sont sous-exploitées, sous-utilisées et qui vont coûter beaucoup plus cher demain parce que le prix du rail n'est absolument plus concurrentiel face à la route. Et donc, le dernier rapport sur le transfert de trafic qui a été publié au mois de novembre de l'année dernière par la Confédération, qui a des obligations de communication auprès du Parlement suisse, indique clairement qu'ils n'y arriveront pas, qu'ils n'y vont pas atteindre les objectifs de réduction du nombre de poids lourds d'ici à 2050. Donc, ce sont des comptables extrêmement alarmants, parce qu'à la fois, ils ne vont pas réussir à obtenir l'objectif qui s'était fixé en 2018, mais en plus de cela, le coût futur sera très élevé. Et donc, il est extrêmement préoccupant de voir que le COI reste dans une démarche où elle indique penser que la solution, c'est de regarder ce qui se passe du côté des Suisses. Et ce qui est de plus en plus inquiétant, c'est de considérer que l'infrastructure en soi suffirait à générer un trafic de marchandises qui est inexistant sur le plan économique. C'est-à-dire que les données socio-économiques, tant en France qu'en Italie,
ne sont plus du tout les mêmes que dans les années 90. Et ces phénomènes-là ont été parfaitement expliqués depuis très longtemps par des économistes, dont un que je cite abondamment dans mon livre, qui est Lionel Clément, qui est un économiste spécialiste des transports, et qui, en gros, suit depuis plus de 20 ans l'évolution des trafics de marchandises dans l'arc alpin. Et depuis 2005, il dit qu'en fait, le volume de marchandises baisse sur l'arc alpin pour des raisons purement industrielles. C'est-à-dire que le trafic de marchandises est parfaitement corrélé avec les niveaux de production industrielle de la France et l'Italie. Et côté suisse, on voit bien que leur souci à eux, c'est qu'ils captent du flux nord-sud. Or, ce flux nord-sud a tendance à partir en Autriche, c'est une évidence pour des raisons de coût, mais surtout que le trafic intérieur de marchandises ne sera pas transféré vers le rail pour des raisons de coût de structure. Et cet élément-là est extrêmement important pour nous parce que Lyon-Turin, c'est vraiment typiquement un itinéraire de courte distance, c'est moins de 500 km. Or, sur ces itinéraires de courte distance, le rail n'est absolument pas concurrentiel face à là. Pour une raison très simple, c'est qu'à moitié du coût du rail est représenté par de l'argent. Donc ces données-là, elles sont objectives, elles sont précises. Donc moi, je les ai rappelées dans mon livre. Et je suis étonné de voir encore le COI se fonder là-dessus pour penser que demain, ça va être la solution. Et le paradoxe, c'est qu'il y a 14 ans, la Cour des comptes française, dans son référé au Premier ministre, indiquait déjà que penser comme le modèle suisse n'était absolument pas la solution. C'est-à-dire qu'il fallait une politique proactive, incitative, qui fasse que le gouvernement mette en place des mesures extrêmement coercitives, on va dire, pour inciter les transporteurs à utiliser le rail. Or, on n'a rien fait en 14 ans. Donc ça, c'est quand même un référé de la Cour des comptes au Premier ministre qui est disponible largement, que le CEI a en son temps dont il a pu prendre connaissance. Et je m'étonne qu'en 14 ans plus tard, on soit encore de nouveau à préconiser une solution qui elle-même avait déjà été indiquée comme non pérenne, non satisfaisante, parce que de toutes les façons non efficiente. Et là, on est vraiment dans une quadrature du cercle où effectivement le COI, en réalité, n'a pas de vision sur les solutions à mettre en place pour faire que ce modèle économique ne sera jamais viable en réalité, parce que les évaluations socio-économiques de 2006 et de 2013, elles tablaient sur des conditions pour que la rentabilité de l'infrastructure soit assurée, qui étaient irréalistes, et elles le sont toujours. Les coûts de construction explosent. En Suisse, ça a été plus de 1% le coût de construction par rapport au projet initial, et ils ont terminé Blotard en 2016. Nous, on est en pleine crise. On s'est pris la crise en Ukraine, on se prend la crise avec l'Iran. On ne peut pas imaginer 2 instants que le coût de l'infrastructure ne va pas exploser. C'est absolument une évidence. C'est bête, quoi, c'est tout bête. Et donc je ne comprends absolument pas comment le CEI a encore préconisé aujourd'hui de telles mesures, quoi. Et enfin, je finis par là. Il y a un autre aspect qui m'étonne beaucoup, c'est que les CEI écartent absolument l'accord qui a été signé entre le ministre des Transports Tabarot et la Confédération helvétique. Cet accord qui a été signé l'année dernière, plus de confidentialité. En fait, il faut lire les rapports suisses pour en trouver trace, parce qu'il n'y a pas eu d'article de presse sur le sujet. Cet accord prévoit d'améliorer les lignes existantes côté français, nord de la France, est de la France, quitte à rénover et améliorer certains tunnels pour inciter le trafic de marchandises nord-sud, qui traverse la France, l'est de la France, à aller rebrouter sur les voies suisses. Donc la NLFR suisse donne de l'argent en Allemagne, donne de l'argent en Italie, donne de l'argent à la France, donc la Suisse n'est pas de la participer, pour améliorer les voies d'accès côté suisse. Or, l'est de la France et le nord-est de la France est un couloir, effectivement, qui peut paraître naturel. C'est une route directe entre Rotterdam, en gros, et puis la Suisse, ou l'Angleterre, ou la Grande-Bretagne. Et ce qui est assez étonnant, c'est que le COI n'en tient absolument pas compte, parce que c'est un accord qui a été signé l'année dernière. C'est la première fois, alors que les Suisses voulaient signer quelque chose depuis très longtemps. C'est le premier accord qui a été signé pour un accord de principe. Pour l'instant, il n'y a rien de figé, mais on voit bien que l'intérêt des Suisses, c'est d'inciter le maximum de trafic à être rerouté sur leur voie à eux, qui déjà représentent un investissement extrêmement important. Et pour lesquels les coûts futurs sont très élevés. C'est la raison pour laquelle ils ont mandaté un expert l'année dernière pour dire qu'il faut absolument qu'on réévalue nos ambitions à l'aune de contraintes économiques qui changent et de coûts futurs qui vont exploser. Et ça, il n'y a absolument aucun travail qui a été fait de réévaluation.
Rien du tout, il n'y a rien. Et le COI en est encore à penser des mesures qui, déjà, il y a 14 ans, n'étaient pas pérennes. Oui, peut-être de Coquelin. Donc moi, je suis représentant de Visage en moyenne, donc qui est une association écologiste. Donc je pourrais vous parler des impacts sur la poussière, la faune. Il y a un chantier par exemple en Maurienne qui fait 10 km de long. Donc à part les routes, les voies de passage, c'est un liège sur 10 km. Bon, bien faune, c'est très compliqué pour la faune. Mais mon domaine de prédilection à moi, c'est plus... tu parlais de manque de maturité technique, Pour moi, c'est plus des défaillances techniques. Donc, dans votre rapport, on se projette en 2045. Mais le problème, c'est que le chantier du tunnel de base en Orléans, eh bien, ça se passe très mal. Donc, ça m'étonnerait qu'il soit opérationnel pour 2033-2035. Donc, si vous me laissez le temps, je peux commencer à en parler un peu. Parce que techniquement, c'est quand même exceptionnel. Donc il faut savoir que ce sont 2 tubes de 57 km qui partiraient de France jusqu'en Italie. Donc il y a un premier chantier au portail ouest, donc côté français, où il y a une entreprise qui creusait 2 tubes et un rameau de communication. Et donc ils ont été bloqués 1,5 km plus loin, donc depuis l'automne passé, parce qu'il y a une très grosse arrivée d'eau. Et donc, il y a un massif montagneux qui s'appelle la Croletay. Sous ce massif, il y a un glacier souterrain. Et bien sûr, il y a de l'eau en abondance. Et donc, les strates de roche envoient l'eau et bien, elles les envoient en direction du tunnel. Donc, ils sont carrément envoyés. Donc, il y a eu un article dans le journal Le Monde, il n'y a pas très longtemps, où il nous confirme que ça avance pas, puisqu'on tente d'étanchéiser le tunnel. Donc j'espère qu'ils ne sont pas perdus entre 1,5 km et 2 km. Et donc après, sur les 57 km, en gros tous les 15-20 km, on crée des descendries. Donc une descendrie, c'est un tunnel qui permet d'accéder tous les 15-20 km. Ça permet d'avoir plusieurs fronts d'attaque. Et puis, c'est-à-dire de gagner du temps dans le creusement. Et puis une fois que ce sera fini, il y aura l'alimentation électrique, de ventilation, tout ce qu'on parle là. Donc, la première descendrie, c'est Saint-Martin-la-Porte. Donc, il y a déjà un chantier qui creuse. Donc, il faut que je dise, le premier chantier, c'est Saint-Michel-Mont-Denis. Il y a plusieurs fronts d'attaque, il y a plusieurs chantiers, dont un qui retourne en direction de Saint-Michel-Mont-Denis, et donc sous le massif de la Croix-les-Têtes. Et bien sûr, les noms de pieds dans l'eau. Ça, c'est un vrai problème, la montagne se rebelle. Et donc, deuxième chantier, il faut savoir qu'en 2019, ça a déjà un tunnelier qui a creusé de Saint-Martin-la-Porte en direction de la Pro, la deuxième descendée. Et donc, il a creusé, c'est 9 km. Et donc, c'est un tunnelier qui dépose des boussoirs. Les boussoirs, c'est des demi-cercles en béton, je ne sais pas si vous connaissez. Il en faut 8 pour faire un cercle complet, ça fait 2 mètres de large. Donc, ils ont creusé des visiers. Donc, sur les 9 km, ça fait 2 mètres de large. Eh bien, ils sont aperçus que l'ingénieur qui a décidé l'épaisseur de tout ça, il s'était trompé. Donc, sur les 9 km, c'est-à-dire 4500 boussoirs, le boussoir du sol, le radier en quelque sorte, et bien, ils sont en train de le démolir, de le casser, et de le remplacer, donc ferraillage, bétonnage. Donc, c'est dommage qu'ils aient fortuit des bonnes décisions. Et donc, troisième chantier, toujours à Saint-Martin-la-Porte, il y a un tunnel actuellement qui creuse, il s'appelle Lillana. Il est arrivé au mois de septembre l'année passée. Et donc, le problème de ce tunnelier, c'est qu'il est à l'arrêt aussi. Je demande les travaux, ça ne marche plus. Donc, on sait qu'il a des gros problèmes, justement, parce que la roche est carrément liquide, c'est de la boue. L'entre tunnelier s'enfonce. Donc au jour d'aujourd'hui, j'ai plus dans sa trajectoire TE. Donc ça, c'est assez grave, mais en plus, on sait que depuis 2 semaines, il est carrément bloqué. C'est de la loue charbonneuse qui est dans... donc ils ont
ils ont donné toute la puissance du tunnel, ils ne sont pas arrivés à le dégager, donc visiblement maintenant c'est manuellement qu'ils le dégagent. Donc une petite remarque sur la communication de tête, donc Lyon-Turin, c'est que ces tunnels alpins Lyon-Turin, ouais, ok. Et donc le tunnelier a été bloqué. Il n'a pas été vraiment bloqué, disons que depuis le départ, il va très doucement. Donc il y a eu une réunion publique le 4 décembre au Saint-Maurienne, où tel que communique, en nous disant, bah oui, il faisait que 3-4 mètres par jour, parce qu'on n'a pas accroché toutes les remorques. Il faut savoir que derrière plus de dés, il y a 10 remorques qui arrivaient 3, c'était l'idée, et on va en ramener accrocher 5 pour qu'il y ait le total des remorques. Et donc, depuis qu'on a accroché les remorques, ça va mieux. On a fait 527 mètres. C'est pas 520, c'est pas 530, c'est 527 mètres. Et donc, le problème, c'est qu'en fait, j'ai bloqué. Évidemment, on a des informateurs en la Carnard. Et donc, dans l'article du Dauphiné libéré du 11, là, justement, eh bien, ils nous disent que le cumulé, il a fait que quelques centaines de lettres et qu'on est en train d'accrocher les remorques. Et c'est pour ça qu'il est en maintenance. Donc nous, on sait que théoriquement, ils ont déjà été accrochés le 4 décembre, donc il en est tombé, il y en a 8, il y en a 16. Donc ceci prouve bien qu'ils sont, pardonnez-moi l'expression, expression bien populaire, les auditions de la France insoumise, ils sont dans la l'air. Donc là, un tunnelier, c'est quand même un matériel qui coûte très cher. Et donc là, c'est des années de retard sur le chantier de Saint-Julien-Montligny et sur le chantier de l'APRA. Et donc après, il y a l'APRA, il y a donc une deuxième descendrie. Et donc l'APRA, ils sont en retard aussi de plus d'une année. Donc théoriquement, il y a des tunneliers qui devraient arriver, mais ils n'y arrivent pas. Malgré tout, ils travaillent parce qu'ils ont tout un tas de galeries auxiliaires à faire. Ils vont de 6 km à cet endroit-là. Et pourquoi les tunneliers n'arrivent pas? Eh bien parce que les déblais ne sortiraient pas par Saint-Martin-la-Porte, les déblais devraient sortir par... c'est-à-dire que le tunnelier Vivana qui devrait faire 9 km de Saint-Julien-Montligny à la Prat, au fur et à mesure qu'il avance, derrière lui, il monte une bande transporteuse, une bande caoutchouc. Et donc, les tunneliers qui partiraient de la Prat en direction de Modène, eh bien, ils ne peuvent pas travailler tant que cette bande transporteuse n'est pas au point. Donc, ce n'est pas la peine de fermer des tunneliers si la bande transporteuse pour évacuer des blés n'est pas prête. Donc là, c'est déjà donné le repère. Et donc, il y a un troisième chantier, c'est les puits de ventilation. Donc, le tunnel, il part de la France, il monte. Et puis, à partir d'un certain endroit, il redescend en direction de l'Italie. Et ça, c'est le sommet du tunnel. Donc, c'est la descendrie de Diaro-d'Ambochet. Donc ça, ils font 4 puits de ventilation de 5 mètres de diamètre et qui font 500 mètres de long. Donc là, ils ont eu des gros problèmes techniques. Et là, c'est pareil. Je vous dis pas les détails. Ils ont 1 an et demi de retard. Facile. Donc, le problème, c'est qu'il y a déjà des appels d'offres qui ont été signés pour faire la suite. C'est-à-dire, justement, quand on veut installer un tunnelier à Modène qui doit partir en direction de l'Italie. Et l'extraction, tous les déblais, tout ça, ça doit créer 1200 emplois. C'était prévu pour le printemps de 2026 et tout ça s'est remis en pause. Donc les retards, ils sont tels que les entreprises, au jour d'aujourd'hui, elles demandent des indemnités parce qu'elles ne peuvent pas satisfaire les appels d'offres. Donc que ce soit à Saint-Julien-Montligny ou justement à Affine. Et donc ça, c'est des millions d'euros qui sont demandés. Donc après, je vous parle en 2 mots de l'Italie. En Italie, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils ne font rien. Ils ne creusent pas. Mon opinion personnelle, c'est qu'ils ont bien confiance que la France est dans la peine, elle galère. Donc, ils attendent que les Français avancent sous le massif commun entre la France et l'Italie pour commencer à creuser. Donc, si je fais une petite analyse, si on écoute la communication telle de tout va bien, il y a des problèmes techniques, mais on maîtrise. Mais enfin, mon interrogation à moi, c'est justement... il y a des problèmes d'argent, visiblement, l'entreprise dans du mal à se faire payer, donc financièrement, qu'est-ce qui se passe? C'est la question qu'on aimerait bien savoir là. Et donc, mon analyse à moi, c'est que
c'est qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion. En gros, l'argent, elle est destinée pour un tunnelier qui peut peut-être creuser 9 km, et finalement, elle sert à rendre des pains, elle sert à la perte des plein d'indemnités. La question, c'est y a-t-il un pilote dans l'avion? Eh bien, je crois que non. Et j'irais même, justement, vous parler, il se projette à 2045. Moi, je suis chef d'entreprise, j'avais une Syrie, là. Et donc, c'est trop facile pour eux, parce que eux, en gros, la politique ferroviaire de la France, elle est décidée par les lobbies du VTT. Ensuite, des appels d'offres sont faits par le lobby du VTT, qui répondent aux appels d'offres. C'est trop simple. Donc moi, on va parler de plusieurs grands chantiers en ce moment en France. J'ai bien peur que ça soit la même chose un peu partout. Très bien. Et je voulais rajouter encore un détail, c'est que on parlait justement de maturité technique. Une anecdote, si vous voulez, à côté de chez moi, donc il y a un chantier qui s'est fait. Ils ont été obligés de déplacer la départementale. Ils ont détruit 30 maisons d'habitation sur la commune. Et donc, ils ont fait les travaux, ils ont déplacé la départementale. Et donc, ils ont déjà fait une fois la route. Puis après, ils se sont aperçus qu'il y avait des défauts. Donc, ils ont cassé la route. Ils l'ont regoudronnée. Alors, moi, j'interroge le chef de chantier. Et je lui dis, mais enfin, c'est quoi le boulot? C'est qu'à sérieux? Et le gars, il me dit, mais c'est pas un problème. Nous, on fait une fois le chantier, on les casse, on le refait, et à chaque fois, on est payé. Donc, ils font ça toute l'année, en gros. Et ce qu'il continue à me dire, c'est que justement, dans ce genre de chantier, si vous voulez, quand il y a des réunions de chantier, ben, il y a tout un tas d'apprentis, il y a des jeunes qui sortent des écoles, des grandes écoles parisiennes, je suppose, qui veulent faire leur métier dans le BTP, dans les grands travaux. Eh bien, ce qui se passe, c'est que, comment voulez-vous qu'ils soient bien instruits, hein, si justement, chaque fois qu'il y a un problème technique, chaque fois qu'il y a un défaut, le bail n'est jamais clos. Donc, en gros, je m'inquiète, c'est sur l'avenir des compétences dans les TP. Et donc, à mon avis, là, il faudrait redresser les choses. Voilà. Merci Mathilde Diex. Nous allons te laisser la parole à Guillaume Ganel. Oui, merci monsieur le député, messieurs les députés qui sont présents réellement. Un chiffre qu'il est, alors j'ai lu avec attention le rapport du Conseil de la présence des infrastructures sur cette partie et sur le réseau. Un chiffre qui n'est pas cité, c'est que pour le projet Lyon-Turin qui m'a creusé aujourd'hui qu'une quinzaine de kilomètres sur les 115 à creuser des deux tubes du tunnel transfrontalier. Il y a trois parties dans ce dossier. Hein. Il y a les accès français, il y a le tunnel transfrontalier, il y a aussi une partie du contournement ferroviaire d'agglomération lyonnaise, de partie du programme. Il y a un chiffre qui n'est pas cité du tout, c'est que tunnel euralpin Lyon-Turin a déjà dépensé 5 milliards d'euros à fin 2025. Personne ne s'intéresse au bilan de cette société. Alors, je n'ai pas le chiffre exact, bien évidemment, à fin 2025, puisque le bilan n'a pas encore été publié au greffe, mais on a celui de 2024 qui est de 4,3 milliards. Donc on est certain qu'aujourd'hui, au moins 700 millions de plus ont été dépensés pour avoir creusé, finalement, sur la partie de circulation des trains, que 15 km sur 115. Alors, bien évidemment, il ne s'agit pas de faire une règle de 3 pour connaître le prix final, mais ça interroge quand même sur les déclarations de M. Duménil, qui était l'ancien président, en février 2021 devant le Sénat, où il expliquait que ça serait 8,3 milliards la totalité du tunnel. Vous voyez ? Donc là, on a un vrai problème, puisque déjà les Italiens ont annoncé l'an dernier que ça serait au minimum 14,5 milliards. Et donc, on est très probablement sur des coûts bien supérieurs. Donc, je voulais repréciser ce chiffre, parce que nulle part, on parle d'argent dans ce rapport. Et par contre, il y a un avis du COI pour l'avis qui est donné, c'est qu'on constate que le projet de tunnel de base transfrontalier est désormais largement engagé. 15 km sur 115, je suis désolé, mais je ne peux pas partager l'adjectif largement. En tous les cas, je ne pense pas qu'on puisse dire ça aujourd'hui. Et surtout, ce que ça induit, c'est qu'on ne peut pas revenir en arrière. Alors, je reviens à un courrier de Louis Besson, qui est décédé
il y a peu de temps, qui écrivait en 2003 à Jacques Chirac que comme on avait creusé 300 mètres dans une galerie de reconnaissance, on n'allait pas la reboucher, il devait revenir en arrière. Ça s'appelle la théorie des coûts irrécupérables qui, très rapidement, est la suivante. Vous avez dépensé 90 millions d'euros pour un avion super furtif et il vous reste 10 millions à dépenser. Vous demandez à la population, alors que vous venez d'apprendre que quelqu'un va sortir un autre avion furtif bien meilleur, et vous demandez à la population, ben non, on a dépensé 90 millions, il faut aller au bout. Même si vous posez la question de savoir est-ce qu'on dépense 10 millions d'euros pour un avion furtif alors que les Américains en sortent un bien meilleur, les gens vous disent non, on ne dépense pas les 10 millions d'euros parce que l'autre est meilleur. En fait, c'est toujours la même question. Et quand on a déjà dépensé de l'argent, on est toujours prêt à en dépenser beaucoup plus. Et on est dans cette situation et c'est un peu étonnant que le Conseil d'orientation des infrastructures n'ait pas pris en compte cette théorie des coûts irrécupérables, ce qui pose un problème. Et ça pose d'autant plus un problème, c'est que juste avant cette conclusion, le rapport nous explique qu'il faut qu'il y ait des contraintes financières pour le routier, de manière à avoir un report modal massif de la route vers le rail, ce qui est très intéressant. Ce qui est étonnant, c'est que en fait, on ne parle pas des tarifications qui existent déjà au tunnel routier du Fréjus et du Mont-Blanc, qui sont supérieures à toutes les autres et qui font que la route aujourd'hui, entre la France et l'Italie par les Alpes du Nord, coûte 30% plus cher que le rail. À cause du surplus rail. On vous le donne, c'était en 2025, 643 € pour un camion de 40 tonnes l'aller-retour. 643 €. Et je vous dis ça parce que je suis allé à la rencontre des transporteurs routiers, puisque j'ai travaillé sur l'intermodalité. Les transporteurs routiers, avec les Amis de la Terre et moi-même, avons adressé une lettre à la ministre des Transports à l'époque, Elisabeth Borne, lui disant que les routiers étaient prêts à monter sur le rail et qu'ils n'étaient pas transporteurs routiers mais transporteurs de marchandises et qu'ils n'avaient aucun problème à utiliser le rail pour autant que l'offre soit compatible avec les services qu'ils doivent prendre, notamment le fait qu'on ne peut pas leur demander de réserver des places 6 mois à l'avance alors qu'ils ne savent pas 3 semaines à l'avance ce qu'ils vont transporter. Donc une adaptation de l'offre à la SNCF, bien évidemment. Et on a donc toute cette question-là, qui est en fait une question d'exploitation et pas d'infrastructure. Et là, quand je dis ça, je reprends les mots que m'a adressé Elisabeth Borne dès sa nomination en juillet 2017, alors qu'elle était ministre des Transports, qui nous a dit « on voit bien que la question du ferroviaire n'est pas une question d'infrastructure, mais avant tout une question d'exploitation ». À ce sujet, je l'illustrerai par 2 chiffres assez simples. La Suisse, puisque Dom Micro vous en a parlé tout à l'heure, dispose d'un réseau ferré de 3265 km. La France dispose d'un réseau ferré de 27 483 km. La Suisse fait rouler 15 000 trains par jour. Et nous, avec 9 fois plus de réseaux, nous faisons rouler 15 000 trains par jour. Nous sommes l'un des pays d'Europe qui exploite le moins bien son réseau, y compris derrière l'Angleterre, je le précise, ce qui pose quelques questions sur la perception. Et donc, cette question-là est centrale et, alors, soit le Conseil d'orientation des infrastructures est quand même plutôt orienté sur les infrastructures et je le comprends, mais en fait, la nécessité d'une infrastructure passe d'abord par l'analyse de l'utilisation du réseau. Et je dis ça d'une manière assez informée, puisque je fais partie aussi de l'Observatoire de la saturation sur les voies d'accès au tunnel Lyon-Turin. Observatoire de la saturation, je le fais remarquer pour les limiter, il faudrait changer les dénominations de ces observatoires, parce que quand on observe le résultat, finalement, il n'y a plus besoin d'observatoire. Le mot saturation est en fait le résultat d'une règle de 3, c'est-à-dire utilisation divisée par capacité. Si vous avez déjà donné le résultat, ce sera la peine de déplacer 70 personnes. Voilà. Donc, cet observatoire de la saturation, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que dans les années 90-2000, c'est le rapport de l'ingénieur général des ponts et chaussées Christian Brossier, qui est publié en 1998, il circule entre la France et l'Italie sur la voie existante 128 trains par jour, 100 trains de fret, 2 sens confondus. 100 trains de fret, 50 par sens, plus
12 à 14 trains de voyageurs en 1998. Il précise que si l'on investit en rénovation et en amélioration de la voie existante, on peut passer à 150 trains de fret 200 confondus, c'est-à-dire 75 par sens. C'est-à-dire en pure 180 trains. Nous avons dépensé 1 milliard d'euros. La France a dépensé 1 milliard d'euros sur la voie existante. Pour agrandir les gabarits, si vous voulez, je vous donnerai la déclaration de projet signée par Jean-Pierre Duport en 2004 pour améliorer, pour augmenter les trafics, etc. Et donc, après avoir dépensé 1 milliard d'euros de travaux, nous faisons circuler aujourd'hui une trentaine de trains par jour. Là où il en passait 130. Donc, nous ne sommes pas maximalistes. Nous ne leur disons même pas de faire mieux qu'avant d'avoir dépensé 1 milliard d'euros, mais au moins de faire ce qu'ils faisaient avant. Et donc, ces informations n'apparaissent pas du tout dans le rapport du Conseil d'orientation des infrastructures, ce qui est quand même un peu problématique parce que le nœud central, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'avant de lancer une nouvelle infrastructure, la première des questions, c'est de savoir comment on exploite celle qui existe. Parce que, en fait, toutes les incidences et toutes les conséquences environnementales vont passer par là. Donc, je dis ça, et alors, on parle des incidences environnementales, il y a aussi les incidences socio-économiques. Il se trouve que la France, en 1982, et le Parlement a voté une loi qui s'appelle la loi d'orientation des transports intérieurs, qui oblige les maîtres d'ouvrage à publier, accompagné de l'avis à l'époque du Conseil général des courses et chaussées d'un plan d'inspection générale de l'environnement et du développement durable, un bilan des investissements qui ont été financés en toute partie avec de l'argent public 5 ans après la mise en service. Ce qui paraît à peu près normal que l'on sache ce qui a été fait avec l'argent public. Il se trouve que la SNCF ne publie jamais ses bilans d'OTI. Jamais. Et quand je dis jamais, je vais vous en donner la preuve, c'est que j'ai attaqué devant le tribunal administratif depuis 2016 tous les ministres des Transports qui refusent de publier ces bilans d'OTI. Je l'ai tellement fait que lors des assises de la mobilité, j'ai fait la suggestion qu'il y ait pour le ministre la capacité à faire réaliser ces bilans LOTI, ces bilans des résultats économiques et sociaux, par un tiers à la charge du maître d'ouvrage. Ça a été intégré dans l'article L1511-1 du Code des transports. C'est un amendement qui a été porté par Delphine Batho et qui a été voté. Malgré la capacité du ministre à faire réaliser ces bilans, il n'utilise pas cette capacité. Et donc, je vous dis ça parce que nous avons attaqué et gagné devant le tribunal administratif de Paris et devant la Cour administrative d'appel de Paris sur des dossiers qui représentaient 18 milliards d'euros d'investissement et dont les bilans n'ont pas été faits à bonne date, avec des retards de plus de 10 ans sur la date ultime de publication. Et donc, pour revenir à ce dossier du Lyon-Turin, on a quand même un petit problème, c'est qu'on a des accès au Lyon-Turin, c'est-à-dire la ligne entre Valence et Montbéliard, pour un budget annoncé de 540 millions d'euros, qui a été mis en service en 2013, donc en 2018, il devait y avoir le bilan. Nous sommes en 2026, le bilan n'est toujours pas fait. Le ministère a été condamné, il devait le faire dans les 4 mois, il ne l'a pas fait, et je serai le 28 mai prochain devant la Cour administrative d'Athènes pour faire condamner le ministère à une astreinte très modique de 200 € par mois de retard. Même moi, ça ne fait pas peur, vous voyez. Mais c'est pour vous dire que, quand même, on est aujourd'hui dans une situation où on nous parle d'infrastructures et où, en fait, les bilans des investissements ne sont jamais faits. Donc, bien évidemment, on n'a pas de bilan ni de l'exploitation, ni du résultat de l'infrastructure, alors que le sens de cette loi du 30 décembre 82 était celui-là. Pour poursuivre, et j'ai essayé d'être assez rapide, mais vous m'excusez, je vais essayer un petit peu de faire les choses. L'objet de ce Lyon-Turin, c'est de sortir les camions de la route, nous dit-on. Il se trouve que la ligne existante est capable
d'absorber aujourd'hui en la faisant fonctionner et en l'exploitant comme elle l'était en 1998 avant d'avoir dépensé 1 milliard d'euros d'achat public. On est capable, en faisant rouler les 100 trains qui manquent, car il manque 100 trains par rapport à 98, de sortir aujourd'hui, avec des mesures restrictives, 900 000 poids lourds de la route. Dès aujourd'hui, oui. Vous parlez de quelle ligne en Savoie? La ligne existante, c'est-à-dire Ambérieu-Modane, Ambérieu-Modane-Italie. La ligne existante, Ambérieu, Chambéry, Saint-Pierre-de-la-Ligny, Modane. Excédent, Chambéry. Oui. Là où ça a toujours circulé, y compris le long du lac du Dourget. Donc, cette ligne existante, il y passait 130 trains, il en passe 30 aujourd'hui vers l'Italie. Et donc, clairement, en prenant les 100 trains qui manquent, vous pouvez mettre 30 équivalents camions. Donc, 30 containers sur... en fait, on a 32 places, donc je donne 30. C'est plus facile à calculer. Vous multipliez ça par 100 trains par jour, ça vous fait 3000 poids lourds de moins. Si nous prenons ça sur 300 jours et non pas 365, puisque la privatisation et surtout la perte du statut des cheminots fait que ça coûte plus cher de payer des cheminots le week-end maintenant, donc on va enlever les week-ends, et bien ça vous fait 900 000 poids lourds de moins. Vous avez enlevé 65 jours d'exploitation et vous avez enlevé 8% sur la capacité du tram, puisque vous êtes passé de 32 à 30 wagons. Et donc vous avez sorti 900 000 poids lourds. Il en passe aujourd'hui 1 450 000, et je donne cette précision, c'est le même nombre qu'en 1993. C'est-à-dire que toutes les enquêtes publiques qui ont justifié l'utilité publique et les atteintes à la propriété de ce projet se sont basées sur des prévisions absolument délirantes et fantaisistes que toutes les administrations centrales ont dénoncées, à commencer par la direction du Trésor. Tout à l'heure, Dominique Roux et Max Mieix parlait de la Cour des comptes, mais on peut parler aussi de l'Inspection générale des finances, on peut parler du Conseil général des ponts et des chaussées, de la direction du Trésor, je l'ai dit, mais également de la Cour des comptes européenne, puisque j'ai sous les yeux l'enquête publique, le document de l'enquête publique de 2006, où il était annoncé qu'en 2017, entre le Fréjus et le Mont-Blanc, 2 800 000 poids lourds passants. Il y en a eu la moitié. Et donc, bien évidemment, l'équilibre socio-économique se trouve compromis. Et là, votre rapport du COI n'en parle pas du tout, de ces prévisions qui sont complètement fantaisistes. Et les prévisions pour 2025 dans le rapport d'enquête publique de 2012 étaient sur la base de 2 200 000 poids lourds entre le Fréjus et le Mont-Blanc. Vous avez un petit peu diminué tellement c'était aberrant. Et il n'en avait passé qu'1 450 000 en 2025. C'est-à-dire que ces pertes ne sont pas prises en compte. Mais il y a un élément qui est quand même beaucoup plus étonnant dans votre rapport, c'est que vous n'avez pas du tout mentionné la lettre que vous avez reçue le 31 juillet 2025 de la part de la direction du Trésor et de la DGTL, la Direction Générale des Infrastructures et des Mobilités, à savoir qu'il n'existe pas d'évaluation socio-économique des accès français au Lyon-Turin. C'est-à-dire que l'un des membres de votre conseil, M. Durovray, qui a été ministre jusqu'au 4 décembre 2024, puisque le gouvernement a été censuré, n'a rien trouvé de mieux à faire le 4 décembre 2024 que de signer une décision ministérielle engageant 164 millions d'euros de dépenses sur les accès, alors qu'il n'y a pas d'évaluation socio-économique prévisionnelle, qui est obligatoire au titre des articles L1500-1 et les suivants du Code des transports. Donc nous sommes dans une situation que je dirais hallucinante, puisqu'on est en train d'engager des projets à milliards d'euros sans aucune prévision socio-économique sur ce truc. Alors on a une petite prévision socio-économique quand même sur le programme. Je voudrais vous transmettre le document d'enquête publique de 2006. Bilan international, bénéfice actualisé, moins 2 880 millions. Qui peut prétendre qu'il y a d'une utilité publique à réaliser des milliards et des milliards d'euros d'investissement, alors qu'il y a une ligne existante qui est exploitée au 5e de la capacité
constaté avant même d'y avoir investi 1 milliard d'euros, je considère qu'on devrait quand même se poser cette question avant toute autre chose. Vous ne mentionnez pas non plus dans votre rapport ce qui a été écrit dans le rapport du Conseil d'orientation des infrastructures 2018. Je suis allé d'ailleurs sur le site du Conseil d'orientation des infrastructures, qui pose un problème, puisque en fait, le Conseil d'orientation des infrastructures semble avoir été créé qu'en 2023 sur le site, alors qu'il existait pendant les assises de la mobilité en 2017, que d'ailleurs, la méthodologie retenue par ce Conseil d'orientation des infrastructures a été d'auditionner l'ensemble des parties prenantes, ce qui n'a pas été le cas sur le Conseil d'orientation des infrastructures et rapport 2023, ni le rapport 2026, ce qui pose un tout petit problème quand même quant à la perception des dossiers par les membres du Conseil d'orientation. Ce rapport en 2018 disait qu'il n'a été fait aucune démonstration de l'urgence d'engager les travaux, et dans son plan de financement à 2035, la ligne des accès Lyon-Turin n'apparaît pas. En 2018, le Conseil d'orientation des infrastructures considère qu'il ne faut pas dépenser un centime et que, au mieux, comme les prévisions socio-économiques sont clairement défavorables, il pourra être envisagé de lancer des études après 2038. Alors, je m'étonne un petit peu que tout ça n'ait pas été mis dans votre rapport. Enfin, je voudrais quand même préciser, puisque la légende urbaine fait croire, et c'est d'ailleurs ce que disait M. Duménil sur toutes les radios et dans toutes les conférences qu'il tenait, la légende urbaine voudrait que les Italiens payent beaucoup plus cher le tunnel franco-italien, alors qu'ils n'ont que 12 km et que nous avons 45 km. On nous annonce qu'ils vont payer 60% du coût. Ce qui est vrai au terme de l'accord signé le 30 janvier 2012. Mais cet accord du 30 janvier 2012, cet engagement de payer plus cher pour les Italiens, il a une contrepartie. C'est creuser à Bible-Tube le tunnel sous Vendôme-Glandon, alors qu'il n'est même pas passé à l'enquête d'utilité publique. Donc ça pose quand même quelques questions, puisque visiblement des décisions politiques sont prises avant même que la déclaration d'utilité publique, et cet accord du 30 janvier 2012 pose un autre problème, c'est qu'il a été signé alors que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique avait commencé en janvier 2012 et s'est terminée en mars 2012, et qu'il n'y a eu aucune information de la population sur les accès et sur la modification des accords internationaux entre la France et l'Italie. Je terminerai en vous disant que les promoteurs de ce projet, qui le présentent comme un projet environnemental et comme un projet devant permettre d'améliorer la qualité de l'air, etc., ont oublié deux petites choses. Premièrement, et vous l'avez vu, l'Agence des participations de l'État vient de revendre ses participations dans le tunnel routier du Fréjus, SFTRF, et celui du Mont-Bas, la TMD, à la Caisse des dépôts, sans qu'on connaisse d'ailleurs le montage financier qui prévaut à cette cession des titres, qui était détenu par un fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin, qui avait normalement pour objet de financer l'intermodalité et qui, depuis sa création, ne fait qu'une chose, c'est transférer 20 millions d'euros des péages routiers du tunnel du Mont-Blanc pour financer les pertes du tunnel routier du Fréjus. En quelque sorte, les 20 millions d'euros tirés de la pollution au Mont-Blanc servent à financer la pollution en vallée de la Maurienne chaque année pour un fonds qui devait faire de l'intermodalité. Je le rappelle, l'intermodalité dans les Alpes, c'est pas le fluvial ni le maritime, puisque nous n'avons pas cette chance. Donc, c'est que le rail. Ils n'ont pas versé un centime au rail. Et ils n'ont rien fait. Alors, ce que je voudrais vous dire sur ces éléments-là, c'est que, bien évidemment, on ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer. Et votre conclusion, ou la conclusion en tous les cas du Conseil d'orientation, n'est pas recevable pour des personnes qui sont attentives à l'utilisation de l'argent public, qui sont attentives également à la question de l'environnement et de la biodiversité, comme l'a dit Max Millet tout à l'heure, pour une raison très simple, c'est que c'est
plus de 500 hectares de terre, dont une majorité de terres agricoles, qui vont être artificialisées si ce projet se poursuit. Et il y a là une vraie difficulté. Alors, il y a eu des contestations, bien évidemment, sur le nombre d'hectares qui pouvaient être artificialisés. Il suffit d'aller se promener en Maurienne, où il y a déjà 200 hectares qui sont artificialisés, avec une seule entrée de tunnel. Puisque vous avez juste une entrée à Saint-Jean-de-Maurienne. Donc, rien que sur cette partie de tunnel, alors qu'il y a beaucoup plus de tunnels sur la partie des accès, vous vous retrouvez déjà avec 200 hectares artificialisés, parce que, en fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que quand on parle de tunnel, les gens se disent, on fait un trou dans la montagne. Quand vous faites le trou dans les montagnes, c'est comme quand vous creusez pour planter un arbre, vous avez toujours un petit tas de terre en plus. Alors là, vous avez des gros tas de terre qui se mesurent en pyramide de Khéops. Mais vous avez un autre problème, c'est qu'effectivement, pour couler du béton, il faut ouvrir des carrières. Donc vous artificialisez encore des sols. Il faut aussi du ciment, donc vous artificialisez. Et puis il vous faut des centrales à béton. Donc vous artificialisez. Ce n'est pas que le chantier de creusement, un tunnel. C'est tout ce qu'il y a autour qui va avec. Et donc là, vous vous apercevez que rien que pour le tunnel transfrontalier aujourd'hui sur la France, c'est déjà 200 hectares qui ont été artificialisés en Maurienne. Et donc, bien évidemment, nous avons des artificialisations supérieures, notamment dans la plaine de Montmélian. Pourquoi ? Parce que vous avez un nœud ferroviaire, donc vous avez un beau trèfle à 4 feuilles, puisque vous avez des voies qui devraient desservir Grenoble, qui devraient desservir Chambéry, qui devraient repartir sur Paris, qui devraient repartir sur l'Italie. Et donc, là, dans une plaine agricole extrêmement fertile, vous avez plus de 400 hectares qui sont artificialisés, à tel enseigne, et je le dis puisque j'ai dit que toutes les administrations centrales se sont prononcées contre ce projet. La Chambre d'agriculture des Deux-Savoie s'est prononcée contre le projet en votant une délibération en début d'année, et ainsi que la Chambre régionale d'agriculture. Donc, comme vous le voyez, cette opposition n'est pas qu'une opposition ou écologiste ou qui serait éminemment politique, c'est l'ensemble du monde agricole et l'ensemble des administrations centrales qui s'opposent à ce projet. Voilà, je crois que je vous en ai déjà dit beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a ces questions? Ouais, question, remarque, mais on rentre de Suisse. En Suisse, ce que j'ai remarqué, c'est que en France, on a toujours 2 voies contiguës, max, grosso modo. En Suisse, il y a des portions où il y a 6 voies contiguës. Et en France, on a toujours... on justifie toujours par la saturation le besoin de tracer un nouveau sillon, une nouvelle voie ailleurs, plutôt qu'à la rigueur de réfléchir à ajouter 1 ou 2 voies parallèles pour essayer d'avoir sur une voie du trafic de voyageurs et dans l'autre trafic de marchandises si ça ne roule pas à la même vitesse. Est-ce que vous avez la même analyse là-dessus? Parce que moi, ça me perturbe. Enfin, je parle du GPSO là, mais le GPSO, on a la voie entre Bordeaux et Dax, où le record de vitesse à 320 km/h a été créé dans les années 50-60, et aujourd'hui on roule à 160. Et on nous dit qu'il faut une voie parallèle pour rouler à 300. Donc, enfin, je veux dire, je mets pas les mots. Et qu'il faut mettre 20 milliards d'euros pour gagner 20 minutes pour arriver à Dax. Bon, il y a aussi la portion Toulouse, donc voilà, mais est-ce que vous aurez une analyse, vous, là-dessus? Oui, je peux vous donner une analyse. Et donc, la première des analyses, puisque vous rentrez de Suisse, c'est que les Suisses font rouler 15 000 trains par jour et 9 fois moins de réseau. Déjà, pour commencer, là, on parle en kilométrage linéaire, il n'y a pas de problème. Alors, je le reprécise tout de suite parce qu'on m'a dit oui, mais parce que les Suisses, c'est plus concentré. Bon, je vous rappelle qu'on n'a pas un cigare à la sortie de Paris et que c'est assez concentré quand même, le réseau parisien et dans les métropoles également. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'en Allemagne, ils ont plus de 40 000 kilomètres de réseau, qui est plus diffus que celui de la Suisse, et eux aussi font circuler 3,7 fois plus de trains que nous. Donc, la question de l'exploitation est une question qui doit être posée clairement, et je pense que vous, parlementaires, vous devez poser cette question, parce que nous avons un problème c'est Yves Crozet qui le disait, de fétichisme des infrastructures par les élus
qui veulent inaugurer absolument. La première question, c'est celle de l'exploitation. Ensuite de ça, par rapport à ce que vous dites, en tous les cas, pour ce qui est de l'opposition au projet Lyon-Turin, en dehors des démonstrations que nous avons faites avec des cadres supérieurs de la SNCF sur l'utilisation de l'existant, bon, j'ai fait un numéra vide avec nos 130, 30 wagons et 300 jours d'exploitation. En dehors de ça, nous avons fait la préconisation de doubler la voie entre Aix-les-Bains et Annecy. Parce qu'aujourd'hui, les gens prennent la route. Ils prennent la route parce qu'il y a des retards sur les trains, parce qu'on est sur une voie unique entre Aix-les-Bains et Annecy, et que bien évidemment, il faut doubler cette voie. Mais également, nous avons demandé à pouvoir doubler la voie entre Saint-André-le-Gaz et Chambéry, et je rappelle qu'à chaque fois que l'on double une voie unique, on triple la capacité inondable. Et enfin, il y a aussi une ligne qui pose question, c'est quand même Saint-Étienne-Clermont-Ferrand, qui non seulement est à voie unique, mais n'est même pas électrifiée. Et donc, des investissements en matière d'intermodalité passager, bien évidemment qu'il y en a à faire. Bien évidemment qu'il y en a à faire. Il y a une réflexion sur les cadencements, puisque vous revenez de Suisse et vous savez qu'ils ont une politique, notamment de correspondance. Je vais vous donner un exemple simplement sur Chambéry, qui est la gare ferroviaire centrale de la région Chambéry, c'est-à-dire Savoie, Haute-Savoie, Isère et Ain. D'accord, c'est la région Chambéry. Eh bien, quand vous êtes à Chambéry, vous avez un train à T0 qui va partir sur la Maurienne, par exemple, à T plus 5 minutes qui va partir sur Bourg-Saint-Maurice et la parenthèse, et à T plus 10 minutes sur Grenoble. Après, vous avez 50 minutes et vous attendez 50 minutes la connexion suivante. Soi-disant, ce cadencement a été fait pour permettre le fret ferroviaire, qui a diminué de 100 trains quand même. Hein. Donc, en fait, vous êtes sur des conditions d'exploitation en matière de service aux voyageurs qui sont absolument insuffisantes. Et j'étais intervenu d'ailleurs devant le responsable des TER lors des assises de la mobilité, parce que quand vous rentrez à Chambéry au train de 21h36, à l'époque, vous aviez la chance de voir les deux feux rouges du TER qui partaient, donc vous ne pouviez pas le prendre, et votre TER suivant était à 5h44 le lendemain matin. Heureusement qu'on a siégé aux assises de la mobilité, puisque ça a été modifié. Maintenant, nous avons une connexion pour reprendre un TER. Tout ça pour vous dire qu'il y a vraiment une réflexion absolument essentielle à avoir sur l'exploitation, et il peut y avoir, au cas par cas, bien évidemment, à enlever des passages à niveau, pas forcément dans les zones urbaines, mais il y a des zones, y compris qui ne sont pas urbaines, mais qui sont coupées par un passage à niveau, donc l'augmentation du trafic pose des problèmes. Il faut traiter le problème des passages à niveau, bien évidemment la régénération du réseau existant, c'est une évidence, mais en plus de ça, au cas par cas, peut-être ajouter une voie, ça ne coûte pas 40 milliards d'euros comme ce programme pourrait coûter. Alors j'ai une question, c'est un petit peu malicieuse, puisque pendant ces auditions, qui ont été quand même relativement nombreuses au cours de nos travaux au Conseil de l'orientation des infrastructures, on a eu des contributions écrites ou des participations à des auditions de la part d'un certain nombre de politiques locaux, comme Josiane Beau, présidente de la délégation française à la Commission intergouvernementale Lyon-Turin, Martine Berfet, sénatrice de la Savoie, Thierry Robentin, président de Grand Chambéry et maire de Chambéry, Émilie Bolumard, députée de la Savoie, Hervé Guéma, président du conseil départemental de Savoie, et tous ces élus, à l'exception de ceux qui adhèrent au CEPUR, le comité des élus pour l'utilisation du réseau existant, eh bien, tous ces élus-là, actuellement en place, alertent le COI, des membres du COI, en leur disant « Attention, si vous allez trop loin dans la régénération de la ligne existante entre Dijon et Modane, vous allez mettre en péril l'autre volet du grand projet, qui est celui des accès neufs de ce Lyon-Turin 2. » Alors, quelle est cette logique qui pousse à avoir cet argument-là? Quelle est la crainte qu'ont ces élus que la régénération du réseau existant puisse, en quelque sorte, mettre en péril l'ensemble du projet du Lyon-Turin?
Et puis j'ai une autre question, plutôt sur l'aspect environnemental, c'est qu'on a pu constater déjà des millions de mètres cubes d'eau qui sont perdus au travers des creusements du tunnel de base, puisqu'on a déjà plus de l'équivalent de la consommation annuelle d'une ville comme Lyon, qui sera chaque année, en quelque sorte, siphonnée de la montagne des nappes phréatiques profondes. Mais on a également, et ça a été évoqué, la question des blés, des gravats, puisque si l'on fait des règles géométriques simples, avec la longueur des différents tubes et tunnels et des sonderies, leur diamètre, et on voit le nombre de mètres cubes que nous allons extraire de roches, avec le foisonnement de ces roches, on a l'équivalent de pratiquement 20 millions de mètres cubes de roches qu'il va falloir en quelque sorte recycler dans la vallée de la Maurienne et bien évidemment au-delà, puisque maintenant le chantier va se poursuivre sur les autres massifs notalures. Et on se rend bien compte que ça représente un volume de roches qu'on a pu évaluer d'ailleurs, de toute façon je me dis, il y a un cube de 200 mètres de côté. Qu'est-ce qu'on va faire de ce cube de roche en Savoie? Qu'est-ce qu'on va en faire? Voilà les deux questions, une environnementale et d'autres, on va dire, plutôt... Oui. Non. Juste un commentaire sur ce que tu viens de dire. Il y a l'argument qui consiste à dire que le fret va augmenter notablement si on rénove la ligne, et donc ça va générer des conséquences sur les habitants de chaque ville, Aix-les-Bains et tout ça. J'ai une question au gouvernement sur ça. Et donc du coup, il n'y a pas que l'argument des accès, il y a aussi l'argument de la perturbation auprès des habitants. Puisque le fret est censé travailler beaucoup la nuit, et donc toute la nuit, on va avoir, si on part sur les chiffres annoncés, et ça risque de perturber toutes les villes traversantes. Voilà. Il y a aussi cet argument-là qui est avancé. Enfin, je prends dans leur courrier, j'espère. Voilà. Mais puis il n'y a pas mentionné. Il faut quand même le dire. Parole. Pour répondre au début de votre question sur les voies d'accès, ce qui est assez paradoxal et qu'il faut quand même se souvenir, parce que dans mon travail d'analyse, je reprends ce point-là, c'est qu'avant de lancer le projet, il y a eu plein d'études économiques qui ont été conduites, notamment par le labo d'économie des transports de l'Université de Lyon. Et le quasi-consensus qui est émergé, parce que le groupement d'intérêt qui a été mis en place à ce moment-là a démissionné les économistes pour leur donner des orientations préférentielles. Et le quasi-consensus qui émerge en 1998 est de dire qu'il faut privilégier la rénovation de la donnée existante, de traiter les nœuds d'engorgement, les nœuds de saturation, enfin les nœuds qui font blocage parce que voie unique et avec une capacité réduite, si on considère la volonté de la PAF, la possibilité de mettre plus de freins sur les voies. Et donc le quasi-consensus de 98 était de dire privilégions la rénovation de la ligne existante, traitons les biais d'étranglement, et la construction d'un tunnel ferroviaire transalpin pourrait être un objectif à long terme, mais absolument pas un préalable. Donc ça, c'est en 1998, ce quasi-consensus, c'est tout là. Et qu'est-ce qui se passe en 2002? En réalité, on va avoir cette signature intergouvernementale franco-italienne, et on va à ce moment-là décider qu'on va commencer par faire un tunnel de base. Mais le paradoxe, c'est que si on prend la commission d'audit qui avait été mandatée par Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre, qui cherchait déjà de l'argent pour les finances publiques, sa mission d'audit, qui était quand même Inspection générale des finances et Conseil général des comptes, elle dit à Raffarin, il est improbable que les infrastructures existantes soient saturées en 2015 et il est encore trop tôt pour prévoir quand elles le seront. Donc ça voulait dire qu'en 2003, la mission d'audit qui conseille le Premier ministre de l'époque pour faire des économies sur le budget de la France dit « Le Lyon-Turin n'est absolument pas prioritaire, il convient de privilégier encore une fois la voie existante, donnons les moyens à la voie existante, mais surtout pas de lancer plusieurs milliards sur un chantier qui ne coûte rien. Il va coûter énormément d'argent aux finances publiques. » Or, il se trouve que Louis Besson, le maire de Chambéry, ancien ministre des Sports, étant suffisamment influent, a fait en sorte que Jacques Chirac lui donne le quitus et dise on n'outrepasse les pouvoirs de Jean-Pierre Raffarin, mais il faut bien voir qu'il y a eu un ensemble de facteurs qui montraient que cette ligne nouvelle n'était pas pertinente du point de vue du besoin économique, du besoin socio-économique,
Et que c'est pas une volonté, c'est comme en politique qu'on en est dans cette situation totalement paradoxale, où on est encore en train de se poser la question de savoir comment on va trouver de l'argent pour une pérennité économique qui n'est absolument pas tenable du point de vue de l'année des besoins sociaux. C'est ce que je vous disais en PA, c'est-à-dire que les évolutions industrielles fortes des côtés français et qui païennes démontrent qu'il n'y aura absolument aucun besoin en termes de saturation des infrastructures. Et donc, privilégier la ligne existante, c'est dire qu'on est encore capable de transporter 15 à 16 millions de tonnes par an sur cette ligne existante. Parce que c'est ça, en fait, la réalité. Et aujourd'hui, les promoteurs, c'était le cas dans l'évaluation socio-économique de 2006, nous expliquent que la ligne va arriver à saturation très vite parce qu'il va y avoir une explosion de la croissance économique, notamment en Italie. Donc, ils avaient fait une prévision de croissance du PIB qui était intenable, mais en réalité totalement irréaliste. Et on peut donc se dire qu'aujourd'hui, vouloir faire une ligne avec un tunnel de base comme les Suisses l'ont fait, c'est une folie pure et simple parce qu'on n'aura jamais l'argent pour financer ces travaux. On n'aura jamais, parce que Daniel Ibanez parlait de la répartition des coûts, mais il faut bien voir que les dépassements de ces travaux vont être intégralement supportés à la fois par la France et l'Italie. Ça veut dire que c'est 50-50. Donc là, on est dans un schéma idéal où on pense que le tunnel va coûter 11 milliards. C'est ce qui figure encore dans le document qui a été publié par TED de l'année dernière. Mais en réalité, les coûts vont exploser à un niveau qui, de toutes les façons, fait que le seuil de rentabilité n'était déjà pas atteint en 2012, tel qu'il est dénoncé par la Cour des comptes, et il ne le sera pas non plus demain, entre 2035, pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que le coût d'une infrastructure est tellement élevé que c'est impossible d'envisager qu'on puisse avoir une rentabilité. Donc, faire des voies nouvelles avec des coûts astronomiques, c'est-à-dire font plus, comme disait Daniel Ibanez, le ministre des Transports démissionnaire a signé une ambition pour dire on va faire du grand gabarit, c'est-à-dire on veut copier vraiment le modèle suisse, mais il faut bien voir que le modèle suisse, j'encourage réellement les membres du COI à lire des rapports de la Confédération suisse, parce qu'on verra à ce moment-là que même le grand gabarit ne répond pas aux transporteurs, c'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a pas beaucoup de trains qu'on va pouvoir constituer pour faire des grands trains chargés très longs et très lourds. Ça, c'est la théorie. Le tunnel du Gothard est exploité à autour de 50% de sa capacité. Donc, Oui. voilà, c'est ça la réalité. Ah oui, nous avons d'ailleurs réalisé il y a quelques jours à Pèse une audition de l'Office fédéral des transports suisses. Et effectivement, que ce soit pour le Lötschberg ou le Gothard, ils ont des déceptions sur les volumes qui sont transportés par climoutage. De manière à ne pas empiéter, je le fais très vite et je voudrais absolument répondre à votre question. Et vous avez raison. Vous avez raison. Le transport, c'est des nuisances. Donc la première, le meilleur transport, c'est celui qui n'existe pas. Ça, c'est la vérité. Et donc, l'utilité publique, c'est en fait l'arbitrage entre une solution et une autre. Aujourd'hui, par contre, vous ne nous avez pas parlé des voitures et des camions qui circulent sur la route, sur l'autoroute, qui passent au Bourget, les embouteillages qu'il y a chaque jour entre Aix-les-Bains et Champéry, tout ça existe. Et là, c'est du H24. C'est du H24. Dans les prévisions que nous avons faites sur 130 trains par jour entre la France et l'Italie, nous avons pris le soin de débuter à 6 h le matin et de finir à 22 h. Donc pas la nuit. Ce qui d'ailleurs pose une question, puisque avec toujours la question du statut des cheminots qui a été perdu pour... en fait, on est obligé de payer des heures de nuit, des heures de week-end, etc., puisqu'on passe dans le droit commun pour les niveaux cheminots, ce qui fait que, en fait, vous avez beaucoup moins de trafic. Alors, vous avez raison, il y a une augmentation de trafic. Je vous rappelle quand même qu'à Aix-les-Bains, Dominique Dor avait obtenu avec Jean-Pierre Vial le fait de mettre des écrans anti-bruit qui ont déjà été installés. Donc, ça n'est pas suffisant, on est bien conscience. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas en train de dire qu'on veut faire exploser le trafic ferroviaire. Simplement faire ce qui existait avant qu'on dépense 1 milliard d'euros. Basé sur les chiffres, ça peut être raisonnable. Basé sur les chiffres annoncés par les perspectives que vous avez rappelées, ce n'est plus raisonnable. Non, mais la seule différence, Voilà. c'est que ces chiffres annoncés par SNCF ou par Lyon-Turin Ferroviaire n'existent pas et qu'au moment où ils les ont annoncés, en plus, ils savaient qu'ils n'existaient pas, puisque de toute façon,
Ils avaient les chiffres depuis 1993 en 2006 et ils savaient qu'il n'y avait jamais eu un camion de plus qui passait entre la France et l'Italie. Je voudrais juste terminer en rappelant quand même que dans cet arbitrage, il y a un élément qu'il faut considérer. Par exemple, sur le tunnel de base, savez-vous combien il y a de climatiseurs au tunnel de Saint-Gothard? Question intéressante sur l'environnement. Vous savez que quand on passe du tunnel de base sous une couverture importante de montagne, vous avez très chaud. Ils ont 56 degrés. Il y a 980 climatiseurs qui parlent du coût environnemental et énergétique de ce tunnel. L'autre chose, c'est que là aussi, le Conseil d'orientation des infrastructures, moi je suis pour le report modal, j'ai d'ailleurs signé un courrier en ce sens. Qu'il faut quand même rappeler, c'est que quand vous sortez les camions de la route, vous mettez en faillite le tunnel du Fréjus et le tunnel du Mont-Blanc. Ben oui, parce que 70% de leurs revenus provient des péages des poids lourds. Vous en sortez les 2/3, vous les mettez en faillite, et donc, vous comprenez. En dernier lieu, et je voudrais juste rappeler quelque chose, puisque les promoteurs du Lyon-Turin sont toujours présentés comme des gens qui se bagarrent pour l'environnement et l'écologie. Ils se bagarraient aussi pour Notre-Dame-des-Landes, pour Siemens, pour Roibon, pour les bassines. Et ils n'ont rien dit au moment de l'ouverture à la circulation du doublement du tunnel routier du Fréjus. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est pas un petit peu spécial. Je rappelle que le président de la SFTRF, Société Française du tunnel routier du Fréjus, était aussi le président de Lyon-Turin-Furière à une époque, quand il a lancé les travaux du doublement du tunnel routier du Fréjus. Donc, si vous voulez, ça ramène l'ambition écologique des promoteurs quand même à son juste niveau. Et si il devait y avoir une démonstration sur la rentabilité socio-économique de ces tunnels transfrontaliers, je vous rappelle qu'Eurotunnel a été proche de la faillite. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne parle plus de partenariat public-privé sur le tunnel et de financement à 90% par l'État et 6% seulement pour le partenaire privé, puisque c'est le cahier des charges de l'Union européenne pour financer des projets d'infrastructure. Donc il faut rappeler ici que ce projet de Lyon-Turin est un projet de partenariat public-privé où l'État et la collectivité financent 90% avec tous les aléas et que le partenaire privé, lui, tire les marrons du feu avec 10%. Et je vous donne aussi l'exemple d'un autre partenariat public-privé, Perpignan-Figueras, dont on aura sans doute l'occasion de parler plus tard, qui a été mis en service en 2011, fin 2010, qui n'a toujours pas fait l'objet de l'analyse de l'inspection générale du développement durable, et qui a été mise en faillite en 2016. C'est-à-dire que toutes les infrastructures transfrontalières construites à l'État France ont fait faillite. Si comparaison n'est pas raison, ça mérite au moins quelques interrogations. Juste un démo là. Sur le tunnel du Fréjus, le deuxième tunnel à la base, suite à l'incendie qu'il y avait dans le premier tunnel, était prévu pour la sécurité. Vendu comme tel. C'est vrai. Les opposants, moi j'en connais un certain nombre, les gens étaient partis, puisqu'on savait très bien ce qui allait arriver. Hein, ça se transforme en 2 tunnels pour la désirculation. Voilà. Mais il a été vendu comme un tunnel de sécurité. Alors, je vous donne juste Par ceux qui étaient favorables. Oui, je vous donne l'explication. Donc, cette procédure contre l'ouverture à la circulation du deuxième tube a été menée par un nombre d'associations importantes, dont Vivre et Agir en Maurienne, en 2008. La décision du tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté la demande des associations, date de juin 2012. Juin 2012, en disant « Vous ne rapportez pas la preuve que la galerie sera ouverte à la circulation ». Que s'est-il passé? Il s'est passé que le 3 décembre 2012, 6 mois après la décision du tribunal administratif, M. Frédéric Cuvillier, au sommet franco-italien à Lyon, a signé l'ouverture à la circulation 6 mois après la décision administrative et que nous l'avons attaqué devant le Conseil d'État qui s'est considéré incompétent. Alors que le ministre des Transports, plutôt le ministre délégué chargé des Transports, n'avait aucune compétence d'un point de vue constitutionnel pour engager la France dans un accord international et que
Il violait l'autorité de la chose jugée. Mais nous avons été les seuls à attaquer cette décision et le Conseil d'État s'est considéré incompétent, ce qui fait qu'en France, nous n'avons pas de possibilité de recours contre une décision signée par un ministre incompétent ou d'un Et pour rappel, Louis Besson et Bernadette Vertet étaient favorables à donner quitus pour ce tunnel dit de sécurité. Bien évidemment, bien évidemment. Le son, le coup. Bien, Merci, merci à tous et à tous. C'est des échanges très intéressants que vous retrouverez, bien évidemment, qui seront publiés de manière à ce que le public puisse en prendre connaissance. Nous allons faire une pause maintenant, puisque le temps de changer de place et d'interlocuteur, nous allons maintenant aborder la question du grand projet du Sud-Ouest.